Bonsoir à tous et bienvenue dans ce second numéro de Place des enjeux, l'émission politique d'Armada, une émission où nous parlons évidemment d'enjeux qu'ils soient à l'échelon local, à l'échelon national, voire international, et des enjeux pour lesquels mes invités vont nous apporter leurs idées, leurs points de vue et bien sûr les solutions qu'ils souhaitent y apporter. Vous pouvez bien sûr nous regarder aujourd'hui, comme à chaque fois, en direct sur les principaux réseaux sociaux. Nous sommes en direct sur YouTube, nous sommes en direct sur Facebook, sur Twitch. Et puis nous sommes relayés dans 150 pays du monde entier. Et donc merci à vous qui nous regardez hors de France, puisque nous avons des télévisions partenaires qui nous relaient dans chacun de vos pays. Et puis évidemment, l'émission est en public, donc si vous souhaitez venir pour de prochaines éditions, vous pouvez nous contacter. Je vais vous présenter bien évidemment les invités qui me font le plaisir de leur venue aujourd'hui sur le plateau de l'émission. Olivier Blond, bonjour. Bonjour. Alors, Olivier Blond, vous êtes président de Bruit Paris, vous êtes conseiller régional d'Île-de-France et vous êtes délégué spécial à la santé environnementale et à la lutte contre la pollution de l'air. Vous faites partie également du groupe Île-de-France Rassemblée et vous êtes administrateur d'Air Paris. Ouais, plus je vieillis, moins j'ai de cheveux et plus j'ai de casquettes. Eh bien, en tout cas, merci infiniment d'être avec nous ce soir. Et puis, mon second invité, c'est Francisque Vigouroux. Merci à vous, bonsoir. Alors, Francisque Vigouroux, vous êtes le maire d'Igny, donc dans l'Essonne. Vous êtes également le président des maires de l'Essonne et vous êtes le président de la fédération du Parti radical de l'Essonne et d'Île-de-France. Alors, merci infiniment à vous d'être avec nous ce soir. Et sans plus attendre, alors nous allons donc lancer le sujet du jour qui concerne la qualité de vie en milieu urbain. Alors on vient de voir un des problèmes de santé majeurs en Île-de-France puisque selon l'OMS, le bruit serait la seconde cause environnementale de problèmes de santé, non seulement en Île-de-France mais même au niveau européen. Donc je voudrais tout d'abord, Olivier Blond, que vous puissiez expliquer à nos spectateurs comment est-ce qu'on mesure l'impact sanitaire sur la santé du bruit. Alors, vous commencez par une question difficile. Effectivement. En fait, on le mesure pas vraiment, on l'estime. En fait, on sait que le bruit cause plein de problèmes de santé. Vous l'avez dit, c'est la deuxième cause de morbidité environnementale dans le monde. Souvent, on se dit d'abord, c'est des oreilles qui vont bourdonner si on est confronté à des bruits trop forts, même des acouphènes ou ce genre de choses. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les conséquences sonores, acoustiques, mais en fait c'est qu'une petite partie, la partie émergée de l'iceberg de toutes les pathologies qui sont associées au bruit, en particulier, et vous l'avez dit, parce qu'il perturbe le sommeil. Et le sommeil, c'est une phase hyper importante de la vie. Tout à fait. C'est celle où évidemment on reconstruit un peu les batteries, mais c'est aussi une phase pendant laquelle il y a des cycles hormonaux qui se mettent en place, y compris chez l'homme, et ça explique qu'il y a des conséquences en termes de diabète ou d'obésité aux perturbations du sommeil. C'est cette perturbation nocturne du cycle des hormones. Et puis, il y a tout ce qui est lié au stress. Et ça a un impact cardiovasculaire important. Donc, ça va générer des AVC, donc des accidents cérébrovasculaires, et des infarctus. Et évidemment, ça peut être mortel, ou en tout cas, ça peut amener une perte de qualité de vie très, très, très importante. Oui, justement, parce que vous parlez de perte de qualité de vie, et vous avez récemment donné des chiffres qui font vraiment froid dans le dos. Vous avez estimé que sur la seule Île-de-France, chaque année, on perdait environ 100 000 années de vie en bonne santé. C'est hallucinant. Alors, c'est un chiffre qui est considérable, mais qui est à la mesure du problème. C'est qu'on est tous un petit peu gênés par le bruit, on s'en rend plus ou moins compte, parfois on l'oublie. Et le pire, c'est que souvent,
ces problèmes sanitaires, qu'ils soient donc cardiovasculaires ou hormonaux, ou même de l'ordre de la dépression, de l'angoisse, etc., en fait, on va pas forcément faire la relation avec le bruit, et donc on va pas s'en rendre compte. Mais ils sont là, ils sont très présents. Et comment est-ce qu'on calcule? Donc pour revenir à votre première question, pardon d'avoir été si long pour y arriver, mais en fait, on a des études scientifiques qui montrent que l'augmentation de temps de bruit va augmenter de temps la probabilité d'avoir telle ou telle maladie. Et après, on fait en gros des énormes règles de 3 à l'échelle d'un territoire. Tant de personnes sont exposées à un niveau de bruit qui génère des maladies cardiovasculaires, donc ça augmente ça. Tant de personnes sont exposées à un niveau de bruit qui crée de la dépression, donc voilà, on compte. Et après, on fait un total. Oui. Et c'est plus un calcul qu'une mesure, mais tous les scientifiques sont d'accord, il n'y a pas de discussion, sauf sur des détails. L'impact est vraiment réel, il est omniprésent et il est majeur, comme vous l'avez dit. Oui, parce qu'il est moins médiatisé que la pollution de l'air. Parce que la pollution de l'air, évidemment, tout le monde en est conscient, mais les nuisances sonores, on n'imagine pas que ça puisse créer autant de décès et d'une qualité de vie beaucoup moindre. Alors, la pollution de l'air, elle est invisible, elle aussi. C'est un assassin invisible, comme on dit parfois, nous, dans le milieu de la santé. Le bruit aussi est invisible. On l'entend presque plus que... on le perçoit plus que la pollution de l'air. Mais c'est vrai que peut-être sur les 10 dernières années, il y a une prise de conscience très forte des enjeux de la qualité de l'air. Et je m'en félicite évidemment, et puis j'espère y avoir un petit peu contribué. Et que la prise de conscience sur les enjeux sanitaires autour du bruit sont moins bien encore partagé dans l'opinion publique, mais on sent qu'il y a une prise de conscience actuellement, et d'ailleurs cette émission va y contribuer, j'espère, donc merci encore de m'avoir invité. Écoutez, avec plaisir. Francisque Vigouroux, vous, en tant qu'élu de terrain, quelles sont les nuisances sonores qui sont identifiées aussi bien dans la commune dont vous êtes maire qu'au niveau des communes de l'Essonne ou voire de l'Île-de-France? Alors, par rapport à la dernière phrase d'Olivier, je crois que lorsqu'on est élu, on est beaucoup plus accaparé par la population sur des sujets liés aux nuisances sonores qu'à la qualité de l'air. Je crois, qu'on soit en milieu urbain ou rural. Et je trouve que moi, ce qui me frappe, c'est qu'on a un rapport aux nuisances sonores ou au bruit, pour faire simple, de manière assez subjective. Oui. Alors qu'il y a une réalité et un bilan que vous venez de rappeler qui est, je crois, incontestable. La subjectivité, c'est qu'en fonction de notre manière de vivre, de là où on vit, on s'habitue plus aux contraintes qu'ailleurs. Lorsqu'on est habitué à vivre le long d'une voie ferrée pendant 20 ans, mais finalement, le bourdonnement du train, on l'entend. Forcément. J'habitais pas très loin d'une voie ferrée. Et d'une certaine manière, on s'y habitue, ce qui ne veut pas forcément dire que c'est une bonne chose d'ailleurs. Et ensuite, lorsqu'on prend de l'âge, les enfants aussi sont souvent très contraints par le bruit ambiant. Lorsqu'on demande des temps calmes à l'école, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que le calme, c'est-à-dire l'antithèse du bruit, a une vraie valeur. Et le fait de s'intéresser aux questions du bruit et des nuisances sonores, je trouve que c'est effectivement très, très salutaire. Sur le département de l'Essonne, on est sur un département qui est à la fois très urbain et très rural, qui est coupé en deux par, en gros, la francilienne. Pour faire simple, c'est la moitié du département. La moitié rurale, les sujets de nuisances sonores sont très liés à la route. Oui. Parfois également au ferroviaire. D'ailleurs, le fait de se dire que parmi les nuisances sonores, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, Olivier, mais le fait de cibler en premier lieu les sujets des infrastructures et des équipements de mobilité lourds, ferroviaires, routiers et aériens, je pense que c'est aujourd'hui le vrai sujet qui nous impacte. Et parce que tout simplement en Essonne, mais je pense que c'est vrai dans beaucoup de régions, le développement démographique, l'évolution des villes et des villages qui parfois deviennent des villes se sont faits le long de ces infrastructures. Le long du ferroviaire, le RER B, le RER C, le RER D en Essonne, le long des autoroutes, des routes nationales, N7, N20, N118, tout ce mouvement radial qui monte vers Paris. Aujourd'hui, à une époque, il y avait une vraie réalité industrielle, économique, sociale. Aujourd'hui, on voit les effets. Les effets, c'est qu'on a aujourd'hui
un nombre incalculable, un nombre important de villes avec des centaines de milliers d'habitants qui vivent le long de ces corridors. Et en dessous, avec l'aérien également, nous on est quand même assez proche de l'aéroport d'Orly. Je crois que la période récente, au sens, si on prend notre histoire contemporaine, a montré qu'il y avait un bilan sanitaire que vous venez de rappeler qui est lourd, un bilan social qui l'accompagne qui est lourd et aussi un bilan financier. Et ensuite, je crois que singulièrement, la toute période restante du Covid, conjoncturelle, mais qui nous a évidemment tous impactés, a montré à quel point le bruit était néfaste. Parce qu'on a eu cette chance dingue. On s'est réapproprié le silence. On a été enchanté par ces temps. On était sous bulle pendant lesquels on entendait moins les avions, ou quasiment plus. On n'entendait plus les camions le long des routes. Alors on s'habitue très très vite au calme, pour le coup. Et ensuite, quand la vie économique, finalement, a repris... on se disait même que plus jamais comme avant, d'ailleurs. Mais finalement, c'est reparti comme avant, 2 fois pire. Et on a vu quels étaient les effets néfastes, finalement, des nuisances sonores. Et dans votre démarche en tant qu'élu, vous pouvez être aidé, je pense, par une association comme Bruit Paris. Bruit Paris qui va fêter ses 20 ans d'existence cette année. Et alors, Bruit Paris, bien sûr, vous cartographiez le bruit dans toute l'Île-de-France, mais votre rôle, évidemment, va bien au-delà de cette simple cartographie. Vous pouvez nous en parler un petit peu, je pense. Alors oui, et avec un grand plaisir. Et pour rebondir sur ce qu'a dit Francis, c'est vrai qu'il y a un enjeu à objectiver la nuisance. Parce que trop souvent, les gens qui se plaignent de bruit peuvent être perçus comme des grincheux, des gens qui jamais contents, oh là là, bon, enfin. Mais en fait, c'est pas seulement une question de mauvaise humeur, c'est une question de niveau réel de bruit. Et donc nous, Bruit Paris, notre première mission, c'est de cartographier, de mesurer ce bruit, d'objectiver la nuisance. Et par exemple, s'il y a des gens, même dans des conflits de voisinage, on peut intervenir pour mesurer ou accompagner la commune en lui prêtant des outils de mesure adaptés et même en formant les personnels, y compris de la police municipale. En tout cas, c'est ce qu'on a, parce que c'est ma 3e casquette d'élu régional, c'est ce qu'on a prévu dans le plan d'action contre le bruit qu'on a juste voté. Mais donc on mesure, on objective pour effectivement permettre le dialogue quand il y a un problème. Parce que le pire, c'est effectivement quand on reste dans la subjectivité. Parce que là, on s'accuse, on s'envoie des noms d'oiseaux. Non, nous, on arrive, on fait un état des lieux, un constat. Et à partir de ce moment-là, on peut commencer à réfléchir, à trouver des solutions. Et effectivement, c'est ce qu'on fait. Alors, dans les cartographies, on les fait pour les collectivités. Alors, plutôt les agglomérations qui sont, de par la loi, en charge du bruit, mais y compris pour les communes, les départements et la région, puisque nous, on a un spectre régional. On apporte ces données aux collectivités, mais on apporte aussi des solutions ou des pistes de solutions, parce que bon, c'est pas toujours facile, faut dire les choses, en soutien, parce que c'est bien sûr l'enjeu, c'est d'aller mieux, de mieux faire. Et avant peut-être de rentrer dans les détails, il y a une chose qui est finalement assez positive aujourd'hui, c'est que, Francis l'a bien dit, l'enjeu majeur, c'est les transports, en termes de sources de bruit. Et ce qui va dans le sens, en général, de moins de bruit, va aussi dans le sens de moins de pollution, de moins d'accidentologie, de moins de troubles. Donc, il y a de mieux-être au sens global. Donc, il y a une convergence de plein de raisons qui font que, voilà, on commence à aller mieux. D'accord. Et vous, Francisque Biggourou, justement, Bruit Paris, est-ce que vous collaborez en tant que maire ou à un échelon régional ? Alors, oui, et oui, indirectement. Bruit Paris, est un organisme extrêmement important. Les collectivités peuvent adhérer à Bruit Paris. Moi, je suis membre de la communauté de Paris-Saclay, qui est membre de l'organisme que préside Olivier. Et surtout, je crois que sur ces sujets-là, moi je suis un ardent défenseur du fait communal, surtout en ce moment d'ailleurs, mais il y a parfois sur un certain nombre de politiques publiques des questions d'échelle. Et je pense que la bonne échelle sur ces sujets-là, c'est à la fois l'échelle de la région et l'échelle des grosses collectivités locales.
Et d'ailleurs, il y a une directive cadre européenne que connaît forcément mieux Olivier que moi, de 2002, je crois, qui demande à ce que les grosses collectivités travaillent sur à la fois un diagnostic, une carte stratégique du bruit et tout un plan de prévention qui l'accompagne. Et on avait, je crois, jusqu'en 2024, on devait travailler sur ces diagnostics. Paris-Saclay l'a fait en juin dernier, et on l'a fait en collaboration étroite avec Bruit Paris, qui a tous les éléments, les informations. Enfin, c'est un outil technique de conseil qui est précieux. Je crois qu'on est à l'échelle de l'Île-de-France, on doit être une quinzaine de grosses collectivités à avoir fait normalement cette carte stratégique 14. Du bruit. 14, voilà. Et par rapport à ce que disait Olivier sur le fait d'objectiver les faits, le fait de mettre en place cette carte stratégique, c'est déjà un premier élément. Ça permet de partager des informations extrêmement claires. Alors on ne résout pas, mais en tout cas, avant de résoudre et de dégager des pistes, il faut déjà qu'on parle du même sujet. Et c'était, je crois, moi, mon niveau, le vrai apport de cette carte stratégique. Et pour le coup, la bonne échelle, c'est vraiment pour nous l'intercommunalité. Tout à fait, oui. Et puis, on peut parler aussi de budget, parce que à l'échelle d'une commune, ce n'est pas suffisant, bien évidemment. Donc, si on se met à l'échelon régional, j'imagine que les budgets vont être supérieurs pour entériner des mesures efficaces. Oui, peut-être un peu pour l'instant, oui. Très bien. Mais en tout cas, dans l'Essonne, en mai dernier, il y a la commune des Ulysses qui était récompensée, puisqu'il y a eu la première édition du trophée des collectivités franciliennes qui sont engagées pour la qualité de l'environnement sonore. Et c'est la ville des Ulysses qui a été récompensée dans les communes de moins de 30 000 habitants. Donc bravo. Donc bravo à l'Essonne, bravo à vos communes. Et justement, Olivier Blon, comment est-ce que vous percevez l'implication des communes dans la lutte contre le bruit ? Eh bien, c'est très hétérogène en fait. Il y a des communes exemplaires et vous avez raison de citer les Ulysses parce qu'ils ont vraiment essayé d'aborder le sujet dans toutes ses dimensions. Et ils ont fait plein de choses, de la sensibilisation, de l'éducation, de la prévention, des équipements. Et ils sont même, moi c'est un exemple qui m'a vraiment marqué, ils en sont même allés faire des joints spéciaux sur les bouches d'égout pour que ça fasse moins de bruit quand les voitures passent dessus. Donc ils ont vraiment pensé à tout. Et alors que c'est une petite commune qui n'a pas beaucoup de moyens, donc ils n'ont pas refait la voirie et l'ensemble des bâtiments, mais ils se sont posé la question de comment améliorer les choses et ils ont trouvé plein de bonnes idées et c'est pour ça qu'on était vraiment très contents de les récompenser. Ils n'ont pas volé leur prix, là il n'y a aucun doute. Et j'ai perdu la question. Alors, comment est-ce que vous percevez l'implication des élus ? Donc c'est très hétérogène, donc il y a des petites communes exemplaires, il y a des moyennes communes exemplaires aussi, il y en a des grandes qui sont exemplaires, et puis il y en a qui le sont beaucoup moins. Et en fait, ça tient très souvent à l'engagement du maire. D'accord. Ou de la maire. C'est vraiment une question de personnes, parce que pour l'instant, il y a effectivement un cadre réglementaire qui impose de faire ces cartes et ces plans. Et grâce à Bruit Paris, la région Île-de-France est la seule à avoir rempli ses obligations légales. Il y a eu l'Union européenne qui nous a rappelé, qui a menacé d'un contentieux, donc d'une amende, parce que les autres agglomérations des autres régions n'avaient pas fait ou pas fait valider ces cartes. Donc on est des bons élèves globalement dans la région et en Essonne en particulier. Mais à part ça, c'est vraiment encore trop dépendant de l'inspiration d'un maire ou de son équipe. D'une personne ou d'une équipe, effectivement, oui. Oui, donc là, il y a encore beaucoup de démarches de votre côté, peut-être à médiatiser, peut-être davantage cette lutte contre les nuisances sonores. Oui, c'est ce qu'on essaie de faire. Et puis c'est vrai aussi que... Et alors, on est trop d'accord tous les deux, il faudrait... Mais Francis, il a dit avec grande raison que la Covid avait changé vraiment la perception des gens sur le sujet du bruit. Les gens acceptent beaucoup moins de choses aujourd'hui qu'auparavant. Et je pense que nous, en tant qu'association, évidemment, on essaye d'agir pour sensibiliser. Mais je pense que c'est la demande sociale, le fait que les gens aillent voir leurs élus et leur demandent des comptes sur ces sujets-là, qui
va vraiment changer la donne. Oui, parce qu'on voit quand même que les nuisances sonores augmentent. Même s'il y a beaucoup de mesures qui sont mises en œuvre, néanmoins, on voit que, on le voyait dans la petite introduction, beaucoup de logements donnent sur plusieurs sources de bruit différentes. Et puis, la perception, et très justement, comme vous l'évoquiez l'un et l'autre, la perception de la gêne par le bruit ne fait qu'augmenter aujourd'hui. Donc, elle est peut-être plus perceptible, justement, par rapport au Covid, comme vous disiez, Francisque Vigouroux. Oui, je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Et voilà. Je pense qu'il y a deux aspects. Il faut rappeler qu'à la base, parmi les missions du maire, ou parmi les outils qu'il a à sa disposition, il y a le pouvoir de police du maire. Le pouvoir de police du maire sert notamment à veiller ou à réglementer les petits sujets du quotidien. Olivier parlait du voisinage, c'est la tondeuse le dimanche, respecter les horaires de chantier chez les uns et chez les autres, etc. Ce n'est pas un petit sujet. Pour le coup, quand on est maire, c'est un sujet du quotidien. Et on est tous à se dire depuis quelque temps que la société est plus violente, plus difficile, que les gens se supportent un peu moins, les ruraux, les urbains, les jeunes, les moins jeunes, etc. Et le fait de veiller à la bonne application de cette réglementation participe à l'idée de faire communauté ensemble. Parce que justement, comme on se sépare tous progressivement, moi je crois que c'est au niveau du premier espace démocratique, du premier espace social dans lequel se trouve la commune, en dehors de la famille, que l'on peut commencer à reconstruire les liens entre les uns et les autres. Et donc ce sujet des nuisances sonores n'est pas à prendre à la légère. Et ensuite, là où moi je suis quand même assez frustré, c'est que tout à l'heure on parlait des grandes infrastructures ferroviaires, routières et aériennes. Le maire est quand même souvent démuni. Moi j'ai une gare, donc j'ai la ligne V, désormais la ligne V, donc, qui relie Massy à Versailles. Les trains font du bruit. Les rails, donc l'infrastructure est aussi utilisée pour faire circuler des trains le fret, en fait. Les marchandises. Voilà, les marchandises. Mais je préfère qu'elles circulent sur le rail que dans les airs. Mais ça fait du bruit. Je ne vais pas demander à la région, à IDFM, l'opérateur régional, vous me changez les trains, ils font trop de bruit. Alors, idéalement, oui. Mais là, pour le coup, c'est un sujet qui nous dépasse, c'est un sujet de nature presque industrielle. En revanche, on voit bien que lorsqu'on a des bus nouveaux, bus propres d'ailleurs, ou demain, ou des trains nouveaux, des rames plus modernes, il y a un effet sur le bruit bénéfique. Et donc, moi, je suis le premier à pester contre le sujet des transports en commun sur l'Île-de-France, mais je suis aussi le premier à reconnaître qu'il y a eu des investissements énormes qui n'avaient pas été faits pendant 30 ans. Donc voilà, il faut savoir aussi être assez équilibré. Donc on ne résout pas tout d'un coup. Lorsque, je crois, la région, Olivier, fait un lobbying forcené pour faire en sorte que l'atterrissage des avions se fasse en descente continue et pas par palier. Ça ne se fait pas comme ça, mais ça va aussi dans le bon sens lorsqu'on est à proximité du plus grand aéroport d'Europe en milieu urbain. Donc on est à la fois frustré parce que ce sont des réponses qui sont difficilement ententables pour les habitants qui sont énervés, impatients. Ils ont aussi raison de l'être. Ça nous challenge au niveau, nous les élus, mais les processus sont quand même assez longs, mais c'est aussi un principe de réalité économique et financière. Bien sûr. Alors justement, on parlait de législation. Est-ce que la réglementation européenne donc, de 2002, c'est cela qui donc impose certaines améliorations. Est-ce que, déjà vous pouvez peut-être nous en parler, Olivier Blon, quel est son impact réel sur les collectivités locales ? Honnêtement, cette réglementation, elle est importante parce que c'est presque la seule, oui. Mais elle est encore très largement insuffisante. Donc elle oblige les agglomérations à partir d'une certaine taille et les gestionnaires de grandes infrastructures de transport à faire ces cartes de bruit et à proposer des plans d'action. Oui. Enfin, c'est à peu près tout. Et donc, c'est pas grand-chose.
Et c'est vrai qu'on aurait besoin d'une grande ou d'une petite, enfin en tout cas d'une loi en France sur le bruit qui accompagne l'action des maires et puis qui fixe aussi peut-être des seuils un petit peu plus simples à comprendre parce qu'en fait aujourd'hui les seuils dépendent des émetteurs, c'est technique, il peut y avoir 6 seuils différents pour un même lieu, donc c'est quand même pas simple et qui un peu à la manière de la loi sur l'air, qui a fixé des maximums, qui disent au-delà de ce maximum, on ne peut pas continuer. Et ça manque un petit peu un maximum global. Aujourd'hui, les maximums sont calculés par source, et donc c'est un petit peu difficile à gérer. Mais juste peut-être pour rebondir, parce que c'est ce qu'il a. Il a vraiment raison. Sur les infrastructures de transport, c'est une question absolument majeure. Alors, effectivement, on change les trains. Trop lentement pour que parfois ça soit perceptible, parce que si on change un train toutes les heures, en fait il y a quand même les autres trains qui continuent à faire du bruit. Mais je vais vous donner un exemple de à quel point ça peut être radical. C'est pas dans l'Essonne, c'est pas loin, c'est à l'Haye-les-Roses, donc en Val-de-Marne, qui est traversée par une autoroute, je crois, à ce niveau-là, elle fait, je crois, 12 voies. Donc c'est gigantesque. Et on a mis un enrobé sonore sur les voies. Et on a changé la vie des gens. Vraiment. C'est-à-dire que du jour au lendemain, parce que c'est très rapide de mettre un enrobé, c'est quelques jours de travail, c'est simple. On a gagné 8 décibels. 8 décibels, c'est un petit peu un chiffre abstrait, mais on a presque divisé par 10 le bruit. C'est ça que ça veut dire. Et les gens, ils venaient et ils étaient... Mais ils pleuraient de joie, mais vraiment, parce que ils pouvaient ouvrir leurs fenêtres. Ce qu'ils ne pouvaient pas avant. Ils disaient, mais enfin, je peux prendre le petit déjeuner dans mon jardin, ce qui était impossible avant. Et simplement, simplement, ça coûte de l'argent, c'est un petit peu... Justement, qui l'a financé ? Alors, c'était à moitié la région, et à moitié, je ne sais plus qui d'autre, mais je sais que la moitié elle a été payée par la région. D'accord. La région Île-de-France, donc. D'accord. Et donc, justement, est-ce que vous vous sentez suffisamment soutenu, vous, Francisco Vigouroux ? Vous disiez que vous étiez un petit peu démuni, parfois. Qu'est-ce qu'il vous faudrait comme aide supplémentaire pour pouvoir mettre des moyens en œuvre supplémentaires ? De l'argent. Non, mais voilà, je vous réponds de manière très simple, mais je vais donner un exemple. Igny est traversé par une route départementale qui relie, pour faire simple, la 118 au bloc A6 à 10. Nous avons bénéficié il y a maintenant environ 2 ans du revêtement d'un nouveau tapis, d'un revêtement sonore sur cette route départementale. C'est environ 1,5 km, un coût de 700 000 €, financé entièrement par le département de l'Essonne. Et Olivier a raison, c'est fou comme ça a changé la vie des gens. Mais c'était incroyable. Et les scènes que vous décrivez, nous, on les a vues aussi en direct. Et c'est dingue, en fait. Et on savait que ça allait quand même changer les choses, mais je ne pensais pas que la réaction des gens serait aussi excessive dans le bon sens du terme, aussi positive. Et surtout, il y a eu un effet, c'est que le fait de mettre ce tapis, eh bien, les gens, presque instinctivement, dès le départ, ont presque pris soin du tapis. Alors, ça ne durera peut-être pas, mais du coup, on roule moins vite. C'est incroyable, on roule moins vite. Alors, entre-temps, depuis, on a mis un radar. Mais entre le moment où il y a le radar et le revêtement phonique, ça apaise, en fait. Et donc, on a besoin, alors déjà qu'on a besoin d'un monde apaisé, mais pour le coup, dans notre quotidien, ça a été un effet, mais immédiat. Et donc, oui, on a besoin... Alors quand je dis on a besoin d'argent, oui effectivement, parce que ce sont des sujets qui sont encore là, 700 000 €, 1 million, pour 1,5 km, on fait juste un tapis en fait. Mais il n'y a pas que ça, et je pense qu'effectivement il faut que la réglementation soit peut-être plus allante sur le sujet. Mais après, c'est toujours pareil. Vous savez, on a un certain nombre de lois aujourd'hui qui vont dans le bon sens, mais qui sont quand même très contraignantes. La loi tertiaire, l'objectif 2030, sur lesquels on est tous aujourd'hui très concentrés. Je crois qu'aujourd'hui, la plupart des élus, quelles que soient les obédiences politiques, ont tous une vraie conscience écologique. Soit ils l'ont parce que c'est leur conviction, soit ils sont poussés par la population. Oui.
Et c'est tant mieux dans les deux cas, c'est très bien. Simplement, aujourd'hui, au moment où on se parle, le Parlement, enfin l'Assemblée est en train d'examiner le premier volet recettes de la loi de finances. Il faut que les moyens financiers de l'État ne soient pas dégradés, et en tout cas que l'État affiche comme prioritaire le fait de poursuivre le soutien aux collectivités dans le domaine de la transition écologique et du changement climatique. Parce que sinon, c'est catastrophique. On a un sujet aujourd'hui financier qui est réel, qui est majeur, qui est à très court terme. Le problème, c'est que si on commence à dégrader les objectifs, mais c'est catastrophique d'abord pour les Français, en fait. Oui, tout à fait. Tout à fait. Justement, oui, c'est la question du budget qui est prioritaire. Alors, on parle de qualité de vie. Donc, autre aspect de la qualité de vie en milieu urbain, on a parlé des nuisances sonores. On va évidemment parler, de la qualité de l'air et de la pollution. Alors on le voit, des chiffres malheureusement encore trop négatifs, même si depuis 20 ans la qualité de l'air tend à s'améliorer graduellement en Île-de-France. Malheureusement encore beaucoup de maladies. Olivier Blon, justement, quand on voit ces chiffres, 100% des franciliens qui sont encore impactés par des taux supérieurs aux recommandations de l'OMS. Alors, avant de parler des mauvaises nouvelles, j'ai quand même insisté sur les bonnes nouvelles parce que pour une fois qu'on en a, c'est vrai que la pollution de l'air, c'est peut-être le seul sujet, ou en tout cas le plus grand sujet environnemental sur lequel on a des bonnes nouvelles. Et vous l'avez dit, la situation s'améliore, elle s'améliore de manière constante depuis au moins 20 ans, en tout cas en France. Et à l'échelle de notre territoire, parce que dans d'autres pays c'est un peu plus compliqué, mais en France, même en Europe globalement, elle s'améliore fortement. On est à moins 30 ou moins 40% par rapport à il y a 10 ans en Île-de-France, moins 60, moins 80% sur certaines pollutions industrielles un peu spécifiques. Bon, c'est lié malheureusement à la désindustrialisation de notre pays. Voilà. Mais il n'en reste pas moins que la qualité de l'air s'améliore vraiment, fortement, et on en parle de plus en plus parce qu'on prend conscience du problème, mais alors qu'il y a une évolution positive. Et en fait, ce qui est assez presque paradoxal, c'est que ça va tellement bien qu'on change les seuils. On les baisse, oui. On se fixe des nouveaux objectifs, mais parce qu'on a atteint les premiers. Donc là, aujourd'hui, on parle, dans votre petit reportage, vous disiez que donc 100% de la population en Île-de-France était exposée à des valeurs dépassant les seuils recommandés par l'OMS, mais on est quasiment à 100% aujourd'hui de la population en Île-de-France qui est au-dessus, qui est bonne pour les seuils légaux, ce qui, depuis 10 ans, n'était pas le cas. Oui, c'est vrai il y a juste pour le CO2, il n'y a même pas 1% de la population NO2, qui est, le NO2, pardon, qui est au-dessus des seuils, des valeurs limites. À proximité immédiate des grands axes routiers, comme toujours. Mais c'est une très bonne nouvelle. Et donc, on avait des seuils, et là, l'Union européenne a dit, donc elle nous a fait un procès quand on ne les atteignait pas. Maintenant, on les atteint. On va diviser par 2, voire par 4 les seuils pour se donner une nouvelle trajectoire. Enfin, c'est quand même bon signe. Même sur les pics de pollution, à un moment, on a diminué les seuils parce que la situation s'améliore. Donc, on a l'impression qu'il y a un peu plus de pics, mais c'est pas que la situation se détériore, c'est encore une fois qu'on a baissé les valeurs d'alerte. D'accord, donc là, ce sont des bonnes nouvelles. Absolument. Et ça, il est important, vous avez totalement raison, il faut mettre en avant les bonnes nouvelles. Est-ce qu'il y a des bonnes nouvelles aussi du côté de l'Essonne, Francisco Vigouroux ? Ce que je ressens, c'est qu'effectivement, on est quand même beaucoup moins sollicité sur les sujets de la qualité de l'air. Après, ce que je ressens, ce que je crois quand je fais moi le tour des mers assez régulièrement, c'est que les sujets aujourd'hui qui génèrent une mauvaise qualité de l'air, j'en reviens toujours à la route.
Et vous savez, on a eu des épisodes d'inondation dans plusieurs parties de l'Île-de-France et la partie sud de l'Île-de-France ces derniers jours. Et parmi les recommandations, enfin plutôt les rappels, c'est de dire qu'il faut arrêter de construire en fond de vallée lorsqu'on est en zone inondable ou pas loin d'une zone inondable. Je pense aussi qu'il faut arrêter de construire près des axes routiers les plus importants. Alors il faut faire peut-être autre chose, hein, pas forcément des aires de jeu non plus d'ailleurs, mais on peut faire des équipements. Enfin bon. Donc je pense que le sujet est là. C'est un sujet majeur parce qu'en fait on manque de logements. Enfin, les Français n'arrivent pas à se loger. Mais je pense qu'il faut aussi être raisonnable. Donc, mais sinon, à part les axes routiers, je ne vois pas aujourd'hui de pôles d'équipement générateurs de manière systémique, industrielle d'air pollué. Alors on a aussi toujours le sujet un peu aérien. Enfin, Forcément. Je ne parle pas, mais on a un axe en gros nord-est, sud-ouest, hein, c'est la partie sud d'Orly. Et non, le vrai sujet, je crois, il est d'abord routier sur les grandes voies autoroutières, voire nationales. Alors justement, quand on parle d'axes routiers, moi ça me fait penser à ce que vous avez mis en place récemment, Olivier Blon, donc c'est-à-dire une cartographie combinée des nuisances sonores et de la pollution aérienne, et que vous nous avez très gentiment envoyée. Donc on va pouvoir la voir à l'écran et vous allez pouvoir nous la commenter parce que c'est très intéressant. Voilà, donc justement on a cette carte à l'écran. Alors j'espère que vous avez des bons yeux. On peut zoomer. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est le reflet de tout ce qu'on a discuté ce soir. C'est que, sans grande surprise malheureusement, les sources principales de pollution aérienne et sonore sont principalement les grands axes routiers. Alors là, bon, Paris, c'est en rouge partout, parce que oui, c'est très pollué à l'intérieur de la capitale. Oui, donc alors ce qui est rouge, donc on a aussi bien la conjonction de la pollution et des nuisances sonores. Hein, absolument. Ça, hein. Ouais. Donc on a mélangé les deux axes. Hein. Vous avez une sorte de petite légende là, le petit carré voilà. de couleur en haut à droite. Bon, quand c'est rouge, vous en doutez, c'est pas bien. Quand c'est bleu clair, vous vous en doutez aussi, c'est beaucoup mieux. Et encore une fois, bon, on voit là une carte des rues dans Paris. Alors, à l'échelle de l'Essonne, c'est différent. Il y a toute la partie nord du département. On peut voir un petit peu l'Essonne, effectivement. Peut-être voir un petit peu donc le sud de l'Île-de-France. Le bloc rouge sud-est, ça correspond à quoi? Paris, Bologne, vous voyez? L'axe routier, je vois, il y a le périph', il y a l'axe routier. Il y a tout un axe, non Boulogne, alors c'est de l'autre côté, Eric, si tu veux montrer déjà, oui, voilà. Ici, là, ouais. Oui, ce nœud. Oui, mais ça c'est la porte de Saint-Cloud. Non, comment elle s'appelle? La porte Maillot. Je pense, qui est complètement. Alors, ils ont fini les travaux là, mais qui a pendant très longtemps été très encombré. D'accord. Et donc, est-ce qu'on peut descendre un petit peu, tu vois, pour voir l'Essonne? Donc, voilà, tu descends un petit peu, Eric. Là, vous voyez, hein, donc voilà. Les axes routiers. Donc voilà, là, on a le Val-de-Marne et on a l'Essonne. Et si vous dézoomez encore un petit peu, si c'est possible, encore. Alors, vous commencez à voir cette tache grise qui est, en gros, l'aéroport. Et si vous descendez encore. Et là, vous voyez que dès qu'on est loin des axes routiers, donc la partie sud de l'Essonne, elle est bleu ciel. Il y a facilement la moitié du département qui est très protégée, entre guillemets. Voilà, où la qualité de vie est idéale. Voilà. Donc, on voit la francilienne qui fait la... Voilà, c'est la francilienne, oui, que l'on voit, oui. Et on voit par contre aussi, Olivier Blon, sur le nord de la région parisienne, cet axe rouge que l'on voit remonter. Qu'est-ce que... Là, c'est le Stade de France? Non, ça c'est Roissy au milieu. C'est Roissy. Alors le trafic aérien, il a une double composante, et sonore et qualité de l'air. Sonore, évidemment, les avions qui atterrissent et qui décollent, ça pose beaucoup de problèmes, bien sûr. Oui. La pollution de l'air, c'est les réacteurs des avions, y compris au sol quand ils continuent à tourner. Mais là, justement, les aéroports sont en train de beaucoup progresser pour éviter
que ces avions fassent tourner leurs moteurs quand ils sont au sol. Mais en fait, il y a aussi tout le trafic automobile généré par l'activité, c'est-à-dire tous les gens qui viennent prendre leur avion ou qui repartent, tous les gens qui viennent travailler, c'est des bassins d'emploi gigantesques, les aéroports. C'est un enjeu majeur. Et donc, il y a les deux sources qui se mélangent à ces endroits-là. Et évidemment, quand on est dans l'immédiate proximité, c'est problématique. Oui, donc ce sont vraiment les zones les plus à problème de l'Île-de-France, ce qui est normal, même s'il y a eu déjà beaucoup de mesures qui ont été mises en place. Alors maintenant, on va parler solutions. Parce que l'un et l'autre, vous avez déjà des solutions que vous pouvez proposer. Et puis, on va parler de l'existant. Alors, on va parler tout d'abord d'une mesure qui vient d'être adoptée. Vous allez me donner l'un et l'autre votre avis. On va parler évidemment du périphérique, dont la vitesse est limitée à 50 km/h. Je vois vos sourires à l'un comme à l'autre. Francisque Vigouroux, que pensez-vous de cette mesure ? Alors, je vais essayer de dépassionner le truc, sortir un peu de l'actualité. Bon, ça a été mis en place de toute manière. D'ailleurs, j'ai été flashé. Il y avait une demande qui avait été faite par, je crois même peut-être la région, mais pas uniquement, en disant que il ne faut pas que ce soit une mesure dogmatique ou une mesure, il ne faut pas que ce soit du marketing politique. Moi, c'est un peu ce que je regrette, même si je pense que ça part d'un bon sentiment. On avait parlé des études d'impact avant-après. Ça va dans le sens d'objectiver les choses dont parlait Olivier tout à l'heure. Donc, après, on ne sait pas exactement si le fait de passer de 70 à 50, ça a un vrai impact. C'est forcément mieux, c'est sûr. Mais il y a tous les aspects, je dirais, périphériques, c'est le cas de le dire, de cette mesure. Parce que d'un côté, il y a cette mesure prise de manière, semble-t-il, je trouve, un peu brutale et unilatérale, sans forcément bien mesurer toutes les conséquences économiques. Parce que le périph' est géré par la ville de Paris, mais en réalité, c'est une structure régionale. Et d'ailleurs, moi, je souscris plutôt à la proposition de loi faite par Vincent Jeanbrun de sortir la gouvernance du périph' de la ville de Paris. Et après, je pense que le vrai sujet autour du périph', je parlais des constructions tout à l'heure, il faut arrêter de construire au bord du périph'. Oui. Pour moi, c'est la mesure de bon sens en termes de qualité de vie, de santé de vie des Parisiens ou de ceux qui sont de l'autre côté du périphérique. Mais objectivement, je ne sais pas si le fait de baisser de 70 à 50, ça a un vrai impact. D'accord. Sonore. Oui. Mais vraiment, j'en sais rien. Alors, effectivement, on parle plutôt de plan d'urbanisme. Effectivement, c'est ce que vous verriez en priorité. Alors, la ville de Paris, justement, va faire des mesures et elle a édité son premier bulletin, puisque ça s'appelle le bulletin du périphérique, donc qui a donné les premières notes qui sont plutôt positives, puisqu'on a une réduction du bruit de 2 décibels la nuit. Concernant la pollution de l'air, c'est un petit peu difficile à évaluer parce que c'est quand même interdépendant avec la météo. Donc c'est un petit peu difficile pour le moment d'avoir de vraies mesures. Par contre, en termes de réduction des embouteillages, on est à 37% de réduction des embouteillages sur le périphérique. Alors, Olivier Blanc, je vous vois sourire. Je sais que vous êtes plutôt partisan des mesures incitatives plutôt que punitives. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette mesure ? Alors, ça va être difficile de faire court, mais je voudrais commencer par dire, parce que c'est un problème, moi je suis un élu parisien, voilà. C'est un problème récurrent avec la ville de Paris. Il ne suffit pas d'avoir des bonnes intentions pour faire n'importe quoi. Et c'est le problème, parfois on a effectivement des bonnes intentions, et aujourd'hui, et Francisque le rappelait, en fait, aujourd'hui tous les élus sont sensibles aux questions d'environnement et ils sont d'accord et ils essayent de faire en sorte qu'on diminue les émissions de gaz à effet de serre, les émissions de pollution de l'air, le bruit, enfin, tout le monde est d'accord. Maintenant, il ne suffit pas de dire ça pour faire n'importe quoi et parfois, la mairie de Paris, elle prend unilatéralement des décisions qui sont contre-productives. Et là, sur le périphérique, c'est mon impression, oui. Je me suis exprimé là-dessus d'ailleurs, il y a beaucoup d'arguments. Mais le premier, c'est que la baisse de la vitesse, en termes de qualité de l'air, oui. n'a aucun effet prouvé. C'est reconnu même par la mairie. David Béliard, donc maire adjoint en charge des transports, l'a reconnu. Il dit oui, c'est vrai, ça n'aura aucun effet.
c'est ce que moi je dis depuis très longtemps. En fait, c'est un peu contre-intuitif, mais les voitures sont en gros optimisées pour rouler autour de 70 km/h à peu près en ville. Et si elles roulent moins vite, en fait, elles vont pas émettre moins de pollution parce que leur moteur est optimisé et en fait, elles font un peu du surplace. Enfin, c'est moins efficace en termes d'énergie. Donc, ça n'a aucun effet, même dans certains cas, ça peut augmenter la pollution. Pardon. Et la pollution liée au freinage, parce que la pollution de l'air liée au freinage, elle existe également indépendamment des émissions. Absolument, ça, on n'a aucune idée. C'est une vraie question qu'il faudrait qu'on mesure. L'argument aujourd'hui de la mairie, c'est de dire, si on diminue la vitesse, ça va un peu diminuer les embouteillages et donc peut-être un petit peu diminuer le freinage. Il n'y a aucun argument matériel pour le montrer. Donc sur la pollution de l'air, aucun effet. Sur le bruit, alors certes, quand on diminue la vitesse, on fait moins de bruit. Donc ça, c'est une bonne chose. Le problème, c'est que 2 jours, il y a tellement d'embouteillages déjà sur le périph' que, en fait, on est déjà en dessous de 50 km/h. La vitesse moyenne sur le périph' 2 jours, c'est 37. Oui. Donc, quel impact? Zéro, à peu près zéro. Donc ça va avoir un impact sur la circulation de nuit uniquement. Voilà, sur la circulation de nuit, là pour le coup, où il y a beaucoup moins de circulation et où les gens roulent effectivement plus vite, là ça va avoir un impact que nous on estime à bruit de périph' autour de 2 décibels, on va mesurer, mais bon, c'est que de nuit. Et ça c'est donc l'impact de cette mesure. Et moi, je compare cet impact-là, donc zéro pollution sur la pollution, 0 de jour pour le bruit et un petit impact la nuit, avec un changement du revêtement. Oui. Du périphérique. Voilà, dont vous parliez tout à l'heure. Voilà. On sait que ça a un impact majeur. C'est pas 2 décibels la nuit. Ça peut être donc, alors ça dépend de la vitesse, mais donc sur le périph', entre 5 et 6 décibels de jour et de nuit. Mm-hmm. Donc c'est majeur, c'est une échelle logarithmique, ça veut dire 5-6 décibels, ça veut dire qu'on est au moins 2 fois, voire 3 fois plus efficace que la diminution de la vitesse. Non seulement ça diminue le bruit, mais en plus, il y a des nouvelles études qui montrent que ça diminue aussi la consommation de carburant, parce qu'il y a moins de bosses, il y a moins de rugosité sur la route, donc les voitures consomment moins de carburant. Entre autres avantages, les utilisateurs payent moins d'essence, moins de gaz à effet de serre, moins de pollution. C'est-à-dire, allons-y, c'est beaucoup plus efficace. Alors, ça coûte un petit peu d'argent. Voilà, c'était ma question. Et tout le monde y gagne. Tout le monde y gagne. Et c'est fait. Enfin. Et nous, la région Île-de-France, on a dit, OK, allez, on paiera 50%. Donc, on a estimé que c'était de l'ordre de 20 millions d'euros. La région paye 10 millions. Oui. La ville, il lui reste 10 millions. Allez, on fait ça sur 2 ans, 5 millions par an. La ville, elle a un budget de 10 milliards d'euros. S'ils ne sont pas capables de financer ça, à quoi servent-ils ? Donc, voilà, moi, je pense qu'il y a des mesures plus efficaces. Et aujourd'hui, alors qu'il y a une contrainte forte sur les finances collectives, de l'État et des collectivités, il faut effectivement se poser la question de où est-ce qu'on est efficace. Mais là, c'est hyper efficace. Et là, on change vraiment la vie des gens. Pourquoi ne pas le faire, si ce n'est effectivement des questions de communication, d'agenda politique, etc. Et que je regrette parce que l'intérêt commun devrait être notre seul moteur. Et donc, là, on parlait d'une décision de la ville de Paris. Il y a des décisions qui sont prises par la région Île-de-France. Et donc, il y a 2 plans qui sont en œuvre. Il y a le plan anti-bruit qui vient d'être voté, là, en septembre 2024. Oui. Et puis, il y a en 2023 le plan Nouvel Air, oui. Justement, pour lutter contre la pollution de l'air. Peut-être Francisque Bigourou, par rapport à ces 2 plans. Alors, je sais que vous devez nous quitter dans pas très longtemps. Je vais vous laisser peut-être vous exprimer plus largement concernant ces 2 plans. Qu'en pensez-vous déjà? Quelles sont les mesures qui vous paraissent intéressantes dans ces plans? Je vais peut-être plus me concentrer sur le plan au Nouvel Air, effectivement, qui est très récent et qui court de mémoire jusqu'en 2027-2028, c'est ça. Qui va vraiment dans le bon sens, que je trouve assez ambitieuse également, qui va au-delà d'ailleurs des prérogatives, des compétences de la région, bien sûr des autres collectivités, interco et communes. Ce que je retiens de ce plan, c'est le soutien à l'achat de véhicules non polluants, même s'il y a des catégories par rapport aux tailles de communes, mais c'est plutôt pour favoriser justement dans les secteurs périurbains, voire ruraux, l'achat de véhicules
non polluants, en tout cas moins polluants, parce qu'on ne va pas faire un débat sur la voiture électrique, mais ça, je trouve que c'est une très bonne mesure. Et c'est une réponse aussi aux territoires qui se sentent délaissés. Et qui considèrent parfois que l'écologie est réservée à ceux qui en ont les moyens. Voilà. Donc ça, je pense que c'est déjà un très bon message. Je crois que le plan également, il y a une partie du plan qui s'attarde sur le sujet de l'aérien. Olivier en parlera peut-être mieux que moi. Forcément, en Essonne, le sujet aérien, comme dans le Val-de-Marne, ça nous parle directement, comme j'en parlais tout à l'heure par rapport à Orly. Et ensuite, le troisième volet me paraît aussi intéressant, c'est de travailler sur la qualité de l'air au sein des équipements publics. La région, je crois, y travaille déjà sur ces équipements, dont en particulier les lycées, mais je crois qu'il y a aussi une incitation financière pour les communes qui souhaitent y travailler sur leurs propres équipements. Donc moi, j'applaudis des deux mains, ça va dans le bon sens. La question, c'est est-ce qu'on aura encore les moyens de le faire ? Est-ce que la région aura encore les moyens de financer ce type d'opération pour les autres collectivités, parce qu'on est tous liés, donc, et on est aussi liés par le drame budgétaire actuel auquel on assiste. Voilà. Oui, donc c'est votre crainte, c'est finalement que le plan qui en lui-même est vecteur de très bonnes mesures ne puisse finalement être mis en application. Se poursuivre en tout cas. Se poursuivre, tout à fait. Et avant de vous laisser partir, est-ce que vous auriez vous-même des recommandations qui, par exemple, ne figureraient pas dans ce plan, des idées, parce que c'est bien d'avoir les remontées terrain d'un élu comme vous, des idées dont vous pourriez nous faire part. Moi, je pense qu'il faut qu'on travaille peut-être davantage sur la qualité de l'espace public. L'espace public, les squares, les jardins, les places, les trottoirs, les rues, c'est ce que j'ai souvent l'habitude de dire à Igny, ce sont les lieux que l'on partage tous. Quelle que soit notre manière de vivre, quel que soit notre âge, enfant, ado, jeune, senior, etc., notre bien commun, le premier, mais qui est tangible, qui est palpable, c'est d'abord l'espace public. On circule tous sur une rue, on va tous sur un trottoir, on se balade tous sur un square, etc. Et on a un rapport d'ailleurs à l'espace public différent en fonction de la pyramide des âges. Quand on est enfant, ado, on utilise à mort l'espace public. On est véhiculé d'abord par ses jambes. Lorsqu'on est un actif, peut-être un peu moins, parce qu'en fait, on a un rapport de consommateur presque un peu nocturne de week-end avec la ville. Souvent, dans les villes résidentielles comme la mienne, on travaille à l'extérieur. Et ensuite, à la retraite, on retrouve le goût et l'utilisation de l'espace public. C'est marrant, hein, donc, en fonction des âges de la vie. Et je pense que par rapport au sujet qui nous concerne ce soir, travailler sur les matériaux, me paraît indispensable, mais ça veut dire aussi que les élus doivent davantage peut-être travailler, alors on le fait un petit peu déjà, avec les acteurs de l'espace public et les fédérations de travaux publics. On a aujourd'hui, je trouve, des matériaux qui sont encore un peu trop confiscatoires, les matériaux innovants. Alors, je pense qu'avec le temps, ça va évoluer dans le bon sens, mais autant on est de plus en plus à penser espace public pour les hommes et les femmes. Oui. Il y a là aussi, je pense que l'espace public, on doit le penser aussi pour calmer, adoucir notre manière de vivre ensemble. D'accord. C'est une belle vision, effectivement, qui est finalement le vivre ensemble. Le vivre ensemble, et puis ça participe à la qualité de vie générale. En tout cas, là, je vais vous laisser partir, Francisco Vigouroux. Je sais que vous avez pris sur votre agenda pour nous rejoindre ce soir et je vous en remercie infiniment. Vos idées sont vraiment très intéressantes, donc merci de les avoir partagées avec nous. Et puis, à bientôt, je l'espère, pour une prochaine fois. Merci beaucoup. Merci. Bien, Olivier Blond, donc nous allons poursuivre. Donc justement, revenons à notre sujet. Donc on va évoquer tout d'abord le plan bruit qui vient d'être voté par le Conseil régional. Quelles sont les principales mesures ? Parce qu'il y a beaucoup de mesures, il est riche ce plan. Je dirais que la première mesure, elle est d'avoir identifié des financements. Alors effectivement, oui. On est suspendu à l'Assemblée nationale et aux décisions qu'elle va prendre, mais on a mobilisé des financements. Oui, c'est 100 millions d'euros, hein, c'est ça Alors, le budget total sur l'ensemble de la période couverte, donc jusqu'en 2028, c'est 100 millions d'euros. Mais là, on a simplement sur
les mesures de lutte contre le bruit à la source, donc les revêtements sonores, les murs anti-bruit, les travaux sur ce qu'on appelle les ouvrages d'art, par exemple les ponts. Sur un train qui passe sur un pont, ça peut faire vibrer des choses, donc on rajoute des sortes d'amortisseurs sonores. Tout ça, donc route et fer, on en a pour 60 millions d'euros d'investissement porté par la région pour justement changer la vie des gens au quotidien, pour diminuer le bruit à la source. Ça, c'est un point très important. Le deuxième point très important, on n'en a pas parlé encore, mais c'est vital, c'est un plan d'action, de sensibilisation en direction des jeunes, parce que notre jeunesse aujourd'hui, elle s'expose volontairement à des niveaux de sonore dangereux pour sa santé. C'est l'usage quasi permanent des écouteurs. Alors les petits écouteurs en plus qu'on met dans les oreilles, parfois on a l'impression que le bruit est faible, mais pas du tout bien sûr. Et non seulement les jeunes écoutent souvent de la musique assez fort, mais en plus ils l'écoutent de manière presque continue, y compris pour s'endormir le soir, en tout cas sur des durées très longues qui font que même un bruit un petit peu moins fort mais plus longtemps, il va devenir toxique pour l'oreille. Et en fait, on ne s'en rend pas compte, mais nos oreilles sont très fragiles. On a un capital santé auditif qui est donné à la naissance. On a 15 000 cellules dans une oreille et 15 000 dans l'autre. Ces cellules ne se reproduisent pas, elles ne se dupliquent pas, elles ne se régénèrent pas. Donc dès qu'il y en a une qui meurt, c'est définitif. Et aujourd'hui, les jeunes s'exposent à des gros problèmes. On dit souvent, moi dans mon milieu, on dit les jeunes de 20 ans quand ils auront 40 ans, les oreilles de quelqu'un de 60 ans d'aujourd'hui. Ils perdent 20 ans de bien-être auditif parce qu'ils s'exposent, donc avec les oreillettes, avec des concerts très forts, etc., à des nuisances. Oui, mais alors ça, c'est plutôt du ressort du ministère de la Santé. Parce que certes, la région va véhiculer le message, mais pourquoi le ministère de la Santé n'intervient pas davantage, la DGS par exemple Alors, la santé environnementale, donc le croisement par exemple des pollutions sonores ou aériennes et donc de la santé, c'est entre les deux. C'est entre le ministère de l'Environnement et le ministère de la Santé. Et c'est vrai que historiquement en France, le sujet de la santé environnementale est plutôt du côté de l'environnement et moi je le regrette, pas assez du côté de la santé, donc j'espère que ça change un petit peu, mais j'espère que ça va beaucoup changer et il y a beaucoup de choses à faire. Le ministère de la Santé fait déjà des choses, mais il faut en faire plus parce qu'on est aujourd'hui face à une crise de santé publique. Tout à fait, et grâce à vous, on en prend conscience parce que, effectivement, moi-même, en préparant cette émission, je me suis rendu compte de l'impact colossal des dommages créés par les nuisances sonores. Et voilà, on n'en est pas vraiment conscient. Et donc, bravo déjà pour votre action. Et donc, par rapport à ce plan donc, anti-bruit, donc vous mettez en avant deux mesures qui vous paraissent essentielles. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vous paraissent aussi importantes dans un futur proche, tout au moins? Alors, il y a 23 mesures. Alors, voilà, c'est un petit peu comme quand on vous demande entre vos enfants lequel vous préférez. Non, vous ne pouvez pas choisir, évidemment. Il y en a une, alors c'est dommage que Francis soit parti. Il y en a une qui me semble très importante. Globalement, c'est l'appui aux collectivités, l'appui aux communes. Parce que la région est une grande collectivité et elle fonctionne beaucoup en aidant, en accompagnant les maires qui ont sur leurs épaules un poids important. C'est souvent vers eux que les citoyens se retournent. Il faut les aider à agir. Donc, on leur donne des financements. On leur donne aussi des formations. Notamment, on va mettre en place, ça existe déjà un petit peu, mais on va mettre en place des formations pour les polices municipales qui sont souvent les premières appelées en cas de problème. C'est-à-dire quand il y a un trouble de voisinage, évidemment, souvent ça commence par du bruit et il est important que les policiers puissent constater, alors en termes légaux, simplement leur présence et leur avis suffit, mais qu'ils puissent objectiver avec un sonomètre, donc un appareil pour mesurer le bruit, qu'ils aient un peu les quelques notions de base pour pouvoir l'utiliser correctement, parce que comme n'importe quel outil, il faut savoir comment faire, sinon on n'a pas les bons résultats.
Ça, je pense que c'est très important. Féliciter, encourager les communes comme les Ulysses qui sont remarquables. Oui, tout à l'heure qu'on voyait avec Francisco Vigourou, qui font un très beau travail. Voilà, on a décerné des prix par catégorie de taille. Donc, il y avait les Ulysses, qui est une relativement petite commune, en tout cas pour la région. Ensuite, il y avait Levallois-Perret, qui alors a fait plein de mesures, mais a notamment mis en place un plan pour renouveler régulièrement sa voirie. Et puis, le 17e arrondissement de Paris, donc, qui est une sous-partie de la commune de Paris, dont le maire, Geoffroy Boulard, a mis en place une initiative que je trouve extrêmement intéressante, qui est des comités locaux de lutte contre le bruit. C'est-à-dire, en fait, il réunit les citoyens, les parties prenantes. Alors, lui, il est tout près de la gare Saint-Lazare, donc une gare qui a beaucoup de trafic. Donc, il fait venir à la CNCF. Il a aussi des problèmes. Il est à côté du tribunal de grande instance. Donc, il y a beaucoup de voitures de police qui passent. Donc, la préfecture, les policiers, la pénitentiaire, parce que c'est un tribunal, etc. Et il met tout le monde autour de la table. Et en fait, il trouve des solutions. Par exemple, alors donc sur le RER, il a fait changer des petites bouches d'aération du RER, donc qui font maintenant beaucoup moins de bruit. Sur les voies ferrées derrière la gare Saint-Lazare, il en a fait refaire certaines, celles qui sont le plus proches des habitations. Oui. Donc c'est des rails soudés, c'est une technologie un peu plus chère, etc., mais qui diminue réellement le bruit. Impact, oui. Enfin, à chaque fois, on trouve des petites solutions. Bon. Ok, c'est pas forcément le grand soir, mais on améliore réellement la qualité de vie des gens. Mais justement, est-ce qu'il y a une concertation entre les élus ? Vous voyez, là, vous parlez d'un élu qui a mis des petites choses. Ouais. Est-ce que les élus peuvent se concerter entre eux pour se dire, voilà, moi j'ai fait ça dans ma commune, tu peux également l'appliquer ? Est-ce qu'il y a ce type de concertation ? Et qu'est-ce qui manquerait justement pour que les élus se concertent davantage ? Alors le but des prix qu'on a remis cette année, c'est justement de mettre en avant des bonnes pratiques pour que les autres élus puissent s'en inspirer. Et s'il y a des élus qui nous écoutent, et en particulier des élus franciliens bien sûr, puisque nous on est une structure francilienne, en fait je les invite à venir vers nous, parce qu'en fait on est là pour ça, pour les aider, les conseiller, partager les bonnes pratiques, partager les bonnes nouvelles aussi quand il y en a. Oui, donc c'est le rôle finalement de Bruit Paris qui peut faire la passerelle entre les différents élus. Donc vraiment un rôle essentiel. On va parler donc du plan Nouvel Air également, puisque là on parle pollution de l'air. Là encore, énormément de mesures. Quelles sont les... Alors, il a été mis en place l'an dernier, donc on peut peut-être déjà avoir un premier retour sur ce plan. Ou c'est encore trop tôt ? Alors c'est encore un petit peu tôt. On voit que la pollution de l'air diminue. Elle diminue chaque année. Voilà, donc, est-ce que c'est déjà directement grâce à ce plan j'aimerais pouvoir le dire, mais je ne suis pas sûr que ce soit totalement sérieux comme affirmation. Il y a une chose que j'aimerais évoquer, encore une fois pour rebondir sur ce qu'a dit Francis, effectivement sur les aides aux voitures donc électriques en l'occurrence, qui sont effectivement pas parfaites, mais qui aident quand même beaucoup. On a fait quelque chose dont je suis très fier, c'est qu'on a restreint ces aides aux véhicules construits dans des conditions écologiques suffisantes. C'est-à-dire qu'en fait, on arrête de subventionner des voitures électriques chinoises ou qui viennent d'autres pays, mais construites avec des centrales à charbon par derrière, dans des conditions sociales indignes et en fait donc avec un bilan écologique qui est négatif. Voilà, c'est ce qu'on. C'est quand même fou. On donne de l'argent, soi-disant au nom de la planète, de la défense de la planète, et en fait on fait l'inverse. Donc nous on a dit stop à ça. On continue à aider l'achat de véhicules particuliers et c'est super important. Surtout donc pour la Grande Couronne, qui est parfois se sent avec raison malheureusement un peu délaissée. Mais on aide aussi d'ailleurs les professionnels, les artisans qui ont besoin d'une petite camionnette, etc. Donc on a des aides qui sont dimensionnées. On a donc diminué le nombre de véhicules, leur marque et tout ça, qui étaient éligibles. Oui. Mais en échange, on a multiplié par 2 le montant de l'aide. Et on fait ça de manière à donc encourager uniquement des dispositifs écologiques. Et on a fait ça aussi. Alors, ce n'est pas dans le plan R, mais c'est la même démarche. On a fait ça pour les panneaux photovoltaïques, parce qu'on sait aujourd'hui que la plupart des panneaux photovoltaïques qui viennent de Chine sont construits à partir de travail forcé de Ouïghours, donc dans des conditions absolument inacceptables. Et ça, on ne peut pas continuer, je pense, à subventionner ce genre de choses. Donc, on a dit, OK, stop.
Il faudra montrer que ce n'est pas du travail forcé qui a produit vos panneaux photovoltaïques. Et je pense que ces deux mesures, elles sont importantes parce qu'elles montrent que voilà, on peut inscrire des dispositifs d'aide dans une vision plus globale et que aussi, et c'est ce qu'on essaye de faire à la région, qu'on peut faire des aides à l'environnement, mais qui profitent aussi à notre tissu économique et social national, qu'on crée des emplois, ou qu'on défende des emplois, qu'on améliore la vie des gens, mais qu'on améliore leur cadre de vie, mais aussi leur capacité financière, leur bien-être. Et ça va ensemble, à mon avis. Tout à fait. Alors, vous parliez justement de véhicules. Est-ce que le tout-voiture, finalement, est-ce que le tout-voiture est révolu ? Il y a des solutions, bien évidemment. Alors, on peut parler de mobilité douce. On peut parler, je vous avais entendu dans une interview très, très intéressante, vous parliez aussi de réorganiser l'espace urbain. Voilà, de moins concentrer l'espace urbain. Donc, j'aimerais vous entendre justement sur ces points. Peut-être déjà les mobilités douces, avant toute chose. Alors là, il faut vraiment qu'on prenne encore 1 heure ou 2. Hein. Oui, je crois que avant même les mobilités douces, les transports en commun. Oui. Parce qu'en fait, c'est absolument majeur. Et la région est en charge des transports en commun. Et on investit chaque année 1 milliard d'euros, notamment pour renouveler le parc, pour l'améliorer, pour améliorer le confort, améliorer la ponctualité, améliorer la sécurité. Et je pense que c'est l'enjeu majeur, c'est de faire que les transports en commun soient plus agréables. Parce que si les gens prennent leur voiture, c'est pas parce que ça coûte moins cher. Tout le monde sait que prendre la voiture, ça coûte plus cher que prendre un ticket de métro. Et puis c'est contraignant, vous êtes dans les embouteillages, on le voit. Mais les gens le font parce qu'ils pensent que les transports en commun ne répondent pas à leurs besoins, parce que c'est le soir, il n'y en a pas assez, il y a trop de monde, il faut faire 3 changements et ça va me prendre 2 heures, alors qu'en voiture, etc. Donc il y a plein d'arguments, mais c'est parce que les transports en commun ne sont pas assez bien. Donc nous, on essaie de les améliorer pour que les gens aient envie de les prendre, plutôt que de leur taper dessus à coups de marteau, d'interdiction, d'amende, etc. Ça, ce que, effectivement, moi j'appelle l'écologie punitive. Et ça, de toute façon, ça ne marche pas. C'est juste, ça, on fait chier les gens et on les encourage pas à changer de comportement. Donc, les transports en commun, c'est absolument majeur. On a changé, on a construit presque 50 nouvelles stations sur la région. C'est énorme. On construit des centaines de kilomètres de nouvelles lignes ou d'extensions de lignes, par exemple, comme ici, jusqu'à ce studio. On a aussi renouvelé une grande partie des bus. Oui. Avant, majorité... Alors, je fais un peu de politique, mais c'est une émission politique. Hein. Tout à fait. Avant, il y avait une majorité gauche écolo. Ils ont acheté des bus diesel. Oui. Donc qui sont les trucs les plus polluants possibles sur Terre. Et nous, on a décidé d'arrêter les diesels et on a passé le plus grand appel d'offres au monde de bus électriques. On a dit, OK, on en change 1000 d'un coup. Et bien ça fait une différence. Électrique ou biogaz ou hybride. Mais pas diesel. Donc on a changé le parc roulant, on modernise les trains, donc ils font moins de bruit. Enfin, on fait beaucoup de choses. Et sur les vélos, donc j'y viens à votre question, pardon d'avoir non, mais c'est très intéressant. Des petits chemins détournés. Bien évidemment. Bon, alors pareil, je fais un peu de politique, désolé, mais la mairie de Paris qui dit que c'est elle qui fait tout pour les vélos, mais c'est tellement pas vrai. On a, nous, avec les associations d'usagers de vélos, on a créé ce qui s'appelait avant le RER vélo et maintenant qui s'appelle le réseau VIF, donc Vélo Île-de-France. Enfin, c'est un grand réseau régional de pistes cyclables que nous finançons. Oui. Et c'est super important que ce soit régional parce que le problème pour les gens qui vont, les vélo-taffeurs, les gens qui vont au vélo, au travail en vélo, c'est que s'ils doivent traverser 2 ou 3 communes et si sur une ville, ils ont une piste cyclable qui est bien, mais dans la ville d'à côté, la piste cyclable, elle part d'un autre endroit. C'est foutu, ça marche pas. Donc il faut qu'il y ait des continuités. C'est super important. Et chaque point de rupture de continuité, c'est un point où ça va décourager les gens et où surtout on va pouvoir avoir des accidents. Donc on fait ces axes qui traversent toute la région, qui permettent aux gens de faire du vélo sur 10 km, 15 km. Et qui est décisionnaire justement de ces axes ? Est-ce que c'est chaque commune ? Est-ce que c'est la région qui va intervenir ? Nous, notre boulot, ça a été de mettre tout le monde autour de la table. On a fait ça on a fait venir les associations. Au début, c'est leur projet d'ailleurs. On a repris avec eux.
on a mis ensemble les communes et on se dit, OK, allez, on travaille ensemble et on fait ces grands axes. C'est 300 km déjà construits, c'est 700 km de pistes à l'échelle de la mandature. C'est énorme. C'est énorme. On a mis en place le système de location de vélos de longue durée qui s'appelle Véligo. C'est le plus grand système de location longue durée au monde, en nombre de vélos utilisés. C'est plus que les Vélib de Paris, qui marchent jamais d'ailleurs. Nous, nos vélos, ils marchent tous. Et au bout d'un moment, quand les gens doivent les rendre, parce qu'ils ne peuvent pas les garder plus qu'une certaine durée, j'allais dire qu'ils pleurent et ça, mais enfin, ils sont tous tristes parce que le truc marche hyper bien. Donc, et puis sans parler des parkings vélos qu'on fait dans les gares, des stations de RER pour que justement les gens puissent aller en vélo jusqu'à la gare et après prendre les transports en commun. Enfin, on fait plein de choses et c'est ces actions sur la mobilité, donc transport en commun et mobilité douce, qui sont l'essentiel de notre plan d'action sur la pollution de l'air parce que c'est là où on diminue vraiment les émissions. Oui, et il y a un impact d'ailleurs des Jeux Olympiques, puisqu'on a dit qu'il y a eu beaucoup de pistes cyclables qui ont été créées à cette occasion. Les transports en commun, on l'a vu, n'ont jamais aussi bien fonctionné de toute la vie des Franciliens. Donc quel est l'impact aujourd'hui? Est-ce qu'on peut pérenniser finalement ce qui a été mis en œuvre pour les JO? Alors, il y a toute la question autour de l'héritage des JO. Et effectivement, on se pose la question d'un héritage en matière de transport en commun. Alors, la mairie de Paris, elle veut pérenniser le fait que certaines voies de circulation soient réservées non plus aux véhicules des JO, mais à d'autres types de véhicules, par exemple au covoiturage. Donc moi, je pense que ce n'est pas une très bonne idée, mais c'est une forme de pérennisation. Il y a une autre forme de pérennisation d'héritage qui est moins connue, c'est que pendant les JO, il y avait 500 véhicules hydrogène qui ont été mis à disposition du COJO par Toyota. Oui. Et ces véhicules-là sont restés d'ailleurs déjà, en Ile-de-France, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a donc en tout 900 voitures individuelles à l'hydrogène, et c'est la plus grande flotte mondiale circulante dans un territoire. Donc, c'est des petits exemples, mais effectivement, c'est important. Aujourd'hui, mesurer l'impact des JO en termes de pollution de l'air, de bruit, pendant les événements, etc., on attend les chiffres à Airparif. Là, ils devraient être publiés incessamment, mais je ne les ai pas encore, je ne peux pas vous les donner, malheureusement. Très bien. Mais en tout cas, il y a des choses qui sont pérennisées, absolument. donc c'est très important. Alors, on parlait justement on peut peut-être parler de mode de vie, peut-être pour sortir un peu du tout voiture. Je sais que vous êtes plutôt partisan, peut-être d'augmenter le télétravail. Ça peut être une bonne solution aussi. Absolument. Et alors, vous l'aviez évoqué, et pardon de ne pas avoir rebondi tout de suite, la vraie solution sur la région parisienne, c'est d'arrêter de tout centraliser sur Paris. Parce que tant que les gens ils pourront avoir un travail que dans Paris, et ils seront obligés d'aller à Paris pour travailler, ça créera des bouchons tous les matins. Enfin, il n'y a pas tellement de solutions. Au bout d'un moment, même si on fait des plus grands RER, même ça marchera pas. Oui, la capacité indéfiniment. ne sera jamais suffisante. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, nous, créer une région polycentrique. En gros, c'est décentraliser à l'échelle de la région. Créer dans les communes de la première et de la deuxième couronne des petites métropoles, des centres-villes où il y a une vraie vie, où il y a des emplois, où il y a des commerces, où il y a des loisirs, où les gens sont contents d'être là, où il fait bon vivre, et qui leur permettent de ne pas avoir besoin de se déplacer. Et ça, ce serait la meilleure solution. Bien sûr, il faut que les gens puissent se déplacer s'ils le veulent, qu'ils puissent continuer à aller à Paris pour toutes les raisons qui pourraient avoir à leur passer par la tête, mais il ne faut pas que ce soit obligatoire. Parce que le problème d'aujourd'hui, ce qu'on appelle les déplacements pendulaires, donc les allers-retours le matin et le soir au travail, c'est qu'on n'a pas le choix. Enfin, sauf... C'est sortir du métro boulot dodo classique. Donc, créons des centres-villes tout autour pour que les gens soient bien et aient moins besoin de se déplacer. Donc, on diminue le besoin. Et ça, c'est d'autant plus possible et raisonnable. Alors, nous, on l'a inscrit dans un document administratif qui s'appelle le SDRIFE, le schéma directeur régional d'Île-de-France, avec un E pour environnement, donc qui crée les grandes lignes de l'urbanisme de la région de demain. Mais en fait, et vous l'avez dit,
la Covid, elle nous a fait goûter quelques moments de silence, ou en tout cas de calme, et donc on est très sensible au bruit, mais elle nous a fait goûter aussi au télétravail. Et c'est une révolution incroyable. C'est-à-dire que 6 mois auparavant, quand on parlait de télétravail, on était plus ou moins perçu comme soit un tir au flanc, soit un hurluberlu, c'était un peu bizarre. Et là, évidemment, on est tous passés à ça. Et bien sûr, ça a un impact positif sur les déplacements pendulaires. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que ça augmente d'autres mobilités. Parce que les gens, ils vont peut-être moins aller travailler, mais finalement, quand ils allaient travailler, ils en profitaient pour faire les courses, pour faire ceci, pour faire cela. Donc, il y aura moins de mouvements pendulaires, mais il peut y avoir plus d'autres grands mouvements. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est positif pour la congestion du matin et du soir aux heures de pointe. Et puis, il y a aussi un phénomène qui augmente le transport, c'est l'impact de toutes les livraisons. Parce qu'aujourd'hui, évidemment, on a tous recours aux livraisons de plus en plus fréquemment, aux commandes sur Internet. Et ça, on n'en parle peut-être pas beaucoup, mais ça a un impact colossal sur le bruit et la pollution. C'est absolument majeur, vous avez tout à fait raison. Sur Paris, on estime que c'est au moins 30% de la pollution qui vient de cette livraison et du transport de personnes. Donc c'est majeur. Et en fait, surtout à Paris, donc encore une fois, je suis un élu parisien. À Paris, on dit souvent, et c'est vrai, que les Parisiens ont très peu de voitures. Moi, d'ailleurs, j'ai pas de voiture. Je circule soit en transport en commun, soit en vélo. Mais très souvent, c'est parce que les urbains, finalement, ils délèguent la mobilité aux autres. C'est pas eux qui se déplacent, c'est les plats qui arrivent par un chauffeur jusqu'à la porte de chez vous. C'est pas vous qui allez en voiture faire vos courses au grand centre commercial. C'est les camions qui rentrent dans Paris, qui alimentent les petits supermarchés de taille un peu moins grande, donc qui peuvent s'inscrire dans le tissu urbain, auquel vous allez pouvoir aller faire vos courses avec votre petit panier tous les jours. Et quand vous avez besoin finalement de vous déplacer en tant que personne, vous n'avez pas besoin de vous acheter une voiture, vous avez des taxis, des VTC, etc. Donc en fait, les urbains sous-traitent une partie croissante de leur mobilité, mais effectivement, elles gardent pour l'instant, en tout cas, un impact en termes de pollution de l'air ou du bruit. Alors on approche bientôt du terme de cette émission. On parlait justement de sous-traiter la mobilité. Il y a une mesure qui va entrer prochainement en œuvre. On parlait de Paris. C'est en fait la sanctuarisation du cœur de Paris, donc les 4 premiers arrondissements de Paris, où la circulation va être beaucoup plus réglementée. Et justement, quel est votre sentiment? Est-ce que c'est une bonne mesure ou pas? Je pense que c'est n'importe quoi. Alors, maintenant, il faut que je détaille un petit peu. Oui, s'il vous plaît. Donc, cette mesure, elle s'appelle ZTL, donc Zone à trafic limité. C'est une mesure qui s'inspire d'une chose qui marche assez bien, d'ailleurs, en Italie notamment, dans un certain nombre de grandes communes. Elle a déjà été mise en œuvre. Donc, c'est quelque chose qu'on emprunte à d'autres communes. Le problème, c'est que là, ils ont fait... ils ne savent pas comment faire pour mettre en œuvre réellement cette mesure, parce que l'enjeu, c'est d'éviter les déplacements qui traverseraient le centre. Oui. Donc, ils veulent restreindre ces déplacements. Et il faudrait présenter la preuve qu'on est allé dans le centre pour une bonne raison. Donc, mais qu'est-ce que c'est qu'une bonne raison? Parce qu'on est allé voir sa grand-mère, parce qu'on est allé faire un médecin, parce qu'on est allé faire des courses, parce qu'on est allé au musée, Et donc, on va faire quoi? On va aller voir l'agent de police et lui montrer un mot de sa grand-mère, le ticket du cinéma. Enfin, ça n'a aucun sens. Enfin, c'est l'absurdité totale de la bureaucratisation française. C'est l'absurdistan qu'on avait vu au moment de la Covid, où on se faisait soi-même des autorisations de sortie. Enfin, c'est complètement ridicule si on y repense un petit peu. Là, on va faire la même chose. Et alors, qui va contrôler? Comment? Enfin, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. C'est, encore une fois, une sorte de bonne intention, c'est-à-dire diminuer le trafic routier et la pollution, surtout dans Paris, qui est donc effectivement plus pollué que le reste de la région. Et donc, diminuer les voitures qui traversent, pourquoi pas?
mais c'est fait n'importe comment, ça ne marchera pas. Et en plus, là, ils sont en train de négocier, ils ont déjà négocié avec la préfecture tout un ensemble d'exceptions, parce que c'est des axes routiers hyper importants. Donc, enfin, ça va, la montagne va accoucher d'une souris, et dans tout ça, ok, ils auront fait beaucoup de communication, et puis, je pense qu'ils auront beaucoup fait chier les Français. Donc finalement, pas très très intéressant en termes de mesures. Quelle serait votre solution justement par rapport au cœur de Paris si vous étiez décisionnaire? Quelle serait votre mesure phare? C'est une bonne question. Je pense que, et c'est pas une manière de détourner la réponse. Je pense que il faut arrêter de se dire qu'on a une mesure qui va tout résoudre. En écologie, ça ne marche jamais. Il n'y a pas une bonne mesure. Il y a tout un ensemble de petites solutions qui font qu'enfin, on y arrive. Et je pense que c'est important à la fois d'adresser la place du vélo, bien sûr, les transports en commun efficaces, des voitures de moins en moins polluantes, mais aussi d'autres modes de mobilité douce, parce qu'on oublie quand même trop souvent la marche à pied, oui. Surtout pour plein de gens qui ne peuvent pas faire du vélo, les personnes âgées, les femmes enceintes, les gens qui ont des colis, enfin il y a plein de gens qui sont malades, qui ont une béquille, enfin tout ça. La marche, c'est le moyen le plus démocratique, le plus partagé de tous. Donc il faut peut-être aussi penser à entretenir les trottoirs, les faciliter, ne pas les encombrer par des deux roues, etc. Et puis aussi, encore une fois, repenser la vie des gens pour qu'ils aient moins besoin de se déplacer. Donc il y a un urbaniste qui parle de la ville du quart d'heure. Alors voilà, on peut faire ça, la ville du quart d'heure, la ville des 20 minutes, enfin peu importe. Enfin, en tout cas, une ville bienveillante, dans laquelle on a un besoin de mobilité qui est modeste, qui existe et qu'on peut satisfaire, mais qui est modeste. Et aussi, et ça c'est... peut-être, je ne sais pas s'il faut conclure là-dessus, mais Francis le disait, une ville bienveillante dans laquelle justement les usagers ne sont pas dressés les uns contre les autres, parce que le problème aujourd'hui, je trouve, de ce qui se passe dans Paris, sur le périphérique, etc., c'est qu'on dresse les gens les uns contre les autres, les Parisiens contre les banlieusards sur le périphérique, les automobilistes contre les vélos, dans un ensemble d'actions de la mairie, et je pense que c'est pas ce dont la France a besoin. Au contraire, on a besoin, vu tout le contexte, plutôt d'apaiser, de vivre ensemble, et y compris donc de partager l'espace public. Donc l'espace public entre les pistes cyclables, les pistes pour les voitures, les pistes pour les bus, les pistes pour les taxis, les trottoirs pour les personnes qui veulent marcher, et puis les squares et les zones de vie commune. Il faut le repenser, le protéger. Et ça, c'est pas ce que je vois dans la politique de la mairie de Paris, mais bon, voilà. Oui, en tout cas, c'est le mieux vivre ensemble qui est important, oui. Ouais. Et si on doit finir sur une note positive, vous vous sentez confiant quant à l'avenir de cette lutte contre à la fois les mesures qui sont mises en place, justement, et la lutte contre la pollution, contre le bruit. Est-ce que aujourd'hui, vous vous sentez confiant? Alors, d'une part, comme j'ai dit, la pollution de l'air, elle s'améliore réellement. Il faut vraiment se féliciter des bonnes nouvelles, et elles sont rares, donc profitons-en. Et deuxièmement, je finirai par une petite blague, si vous le voulez bien. Bien sûr. C'est la différence entre un optimiste et un pessimiste. Un optimiste, c'est un imbécile heureux, et un pessimiste, c'est un imbécile triste. Eh ben, je préfère être un imbécile heureux, je préfère être optimiste, mais surtout ce qui est important, c'est que tous les jours, j'essaie de changer, j'essaie d'apporter moi ce que je peux à ce problème, j'essaie de changer. Et je pense que c'est comme ça qu'on change les choses, c'est pas seulement en rêvant, c'est en se retroussant les manches, et j'espère qu'il y aura d'autres personnes qui nous écoutent qui le feront de même. Oui, justement, c'est l'intérêt aussi de cette émission. En tout cas, merci, mais vraiment merci infiniment, Olivier Blon, pour votre éclairage. C'était passionnant. Je crois qu'on pourra en parler effectivement pendant encore des heures. En tout cas, merci d'être venu sur le plateau. Je vais bien évidemment
évidemment remercier vous tous qui nous avez suivis durant cette émission. Je vais remercier à la réalisation Éric Muresan qui nous a accompagnés pendant toute l'émission. Je vais remercier également le président, directeur de notre chaîne Armada, Rabah Baloul, qui nous regarde à distance. Donc on lui fait un petit coucou. Il ne pouvait pas être là ce soir. Merci à Éric Durand, à la communication. Et puis, je vous dis à très vite, donc à dans 15 jours, pour un nouveau numéro de Place des Enjeux.